Avant de vous laisser avec votre épisode, je vous rappelle ou je vous informe si vous ne le saviez pas que mon livre La philosophie, c'est pour vous aussi est disponible en précommande sur Amazon et sur le site de la Fnac, un livre publié aux éditions Larousse, 240 pages, 19,99 €, un livre dans le style qui est le mien, clair, concret, accessible. Si vous appréciez mon travail, vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Précommandez-le dès aujourd'hui, les liens sont dans la description. Sur ce, place à votre épisode. Bonjour à tous. Ce que j'adore avec la philosophie, c'est qu'on peut en faire avec absolument tout, y compris avec les choses les plus triviales en apparence. L'île de la tentation. Vous connaissez. Dans le genre trivial, on est plutôt pas mal. L'île de la tentation, c'est une émission de télé-réalité diffusée depuis 2002, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert que cette émission existait encore. Et je me suis dit, pourquoi pas jeter un œil? Ça peut être amusant. Et ça peut même être instructif. Donc j'ai regardé. La saison 11. Et alors autant il y aurait beaucoup de choses à dire sur les dérives de la télévision contemporaine, sur son voyeurisme, sur son exhibitionnisme, j'irais même jusqu'à dire sur son sadisme, autant ce qui nous est montré dans l'île de la tentation est extrêmement inspirant en termes de réflexion philosophique. Je sens que vous êtes sceptique. Eh bien, faites-moi confiance, accordez-moi quelques minutes, je vais vous le prouver. Alors, l'île de la tentation, pour ceux qui ne connaissent pas, quel est le principe? Le principe est simple. 5 couples décident de mettre leur fidélité à l'épreuve. Ils veulent savoir si leur partenaire est quelqu'un de fiable. Et même, pour certains d'entre eux, ils veulent savoir si eux-mêmes sont fiables. C'est-à-dire s'ils sont capables de rester fidèles dans un contexte où tout les pousse à la faute. Donc le principe, c'est de tester la solidité du couple. Et pour ça, ils vont être séparés pendant 12 jours. Pendant ces 12 jours, les hommes vont être envoyés sur l'île des tentatrices et les femmes vont être envoyées sur l'île des tentateurs. Tentatrices et tentateurs, je vous laisse imaginer les profils. Moins de 30 ans, silhouette voluptueuse, muscles proéminents. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Évidemment, le but des tentateurs, ça va être de tout faire pour que les candidats succombent à la tentation. Ceux qui auront su résister à la tentation repartiront de l'île avec leur bien-aimé, plus forts et plus confiants que jamais. Ceux qui n'auront pas su résister à la tentation devront en assumer les conséquences lors de la confrontation finale. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de philosophique là-dedans? Est-ce qu'il nous prendrait pas un peu pour des idiots, le précepteur, avec son île de la tentation? Pas du tout. Parce qu'en réalité, quand on regarde cette émission, on s'aperçoit qu'elle soulève énormément de questions. Parmi ces questions, où commence l'infidélité? À partir de quel moment considère-t-on que notre partenaire nous a trompés? Vraie question. Et en réalité, pas si évidente. Autre question, pourquoi avons-nous besoin que l'autre nous soit fidèle? Toujours pas évident. Et si on veut aller encore plus loin dans le questionnement, qu'est-ce que l'amour? Sur quoi repose l'amour? Et pourquoi l'amour va-t-il de pair avec certaines règles? Si là on n'est pas dans la philosophie, je sais pas où on est. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire ce qui m'a donné envie de faire un épisode sur l'île de la tentation. C'est une séquence de l'émission que je vais vous décrire et que je vais vous demander d'imaginer. Imaginez, un candidat, Arnaud, se retrouve dans la piscine avec une tentatrice. Il se sourit, il se rapproche, il s'embrasse.
Imaginez maintenant que la scène ait été filmée, que la vidéo soit montrée à la femme d'Arnaud, Julie, et que donc celle-ci découvre en images l'infidélité de son mari. La voilà cocu. Elle veut une confrontation. Une confrontation avec son mari, pour lui signifier que c'est fini entre eux. Et une confrontation avec la tentatrice, pour savoir ce qu'il s'est passé et comment ça s'est passé. Et là, on assiste à quelque chose d'incroyable. Un cérémonial. Il fait nuit, un feu est allumé, l'animatrice est au centre, la candidate est assise en face d'elle, et la tentatrice arrive. La briseuse de couple. Elle s'assoit à côté de Julie. « Bonjour, comment allez-vous ?»« Très bien, merci. Et vous ? Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé avec mon mari ?» Surréaliste. En même temps, le véritable responsable de la situation, c'est le mari, pas la tentatrice. La tentatrice, elle a fait son boulot. Elle a respecté le contrat. C'est le mari qui n'a pas respecté le contrat. Retenez bien ce mot de contrat, parce qu'on va le rencontrer par la suite. Donc la tentatrice raconte ce qu'il s'est passé. Elle raconte qu'ils se sont effectivement embrassés dans la piscine, qu'il y avait même une deuxième tentatrice qui a participé aux festivités, et que suite à ça, ils sont sortis de la piscine, ils sont allés sur la plage, et ils ont fait des choses. Pas couché, mais fait des choses. Merci pour votre honnêteté. C'est ainsi que se conclut la première confrontation. Vient alors le moment de la deuxième confrontation, celle que tout le monde attend, la confrontation avec le mari. Un mari qui arrive les yeux baissés, le visage honteux, parce qu'il sait qu'il va passer un sale quart d'heure. Et parce qu'il sait qu'il a commis une faute. Donc il va devoir expliquer à sa femme, devant l'animatrice, et accessoirement devant des millions de téléspectateurs, comment il en est venu à se faire prodiguer une fellation sur la plage par une tentatrice. Les êtres humains sont vraiment des animaux merveilleux. Alors, désolé pour le côté un peu graveleux de mon propos, mais je suis obligé d'expliciter. D'expliciter ce que l'ambiance cérémoniale de la scène recouvre. Le fait qu'on va parler d'un acte sexuel. Le fait que tout ce qui justifie cette mise en scène, ce feu allumé, cette musique dramatique, c'est un rapport sexuel. Un contact entre des muqueuses. Un contact entre des muqueuses qui, pour les êtres humains que nous sommes, n'est pas juste un contact entre des muqueuses. C'est un acte qui a une signification. Et qui, parce qu'il a une signification, a des répercussions. Arnaud est conscient de ces répercussions. C'est pour ça qu'il a honte. Donc il commence par nier les faits. C'est pas moi, j'étais pas là. Puis, il affirme ne se souvenir de rien. Enfin, il reconnaît sa faute avant de demander pardon. En vain. Julie et Arnaud repartiront séparément. Alors, pour peu qu'on aille au-delà du côté un peu pathétique de la scène, et je dis ça vraiment sans aucune ironie, c'est toujours triste une séparation amoureuse, surtout dans ces conditions, mais pour peu qu'on réfléchisse au sens de cette séquence, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que deux individus, Julie et Arnaud, sont en couple. En tant que couple, ils se sont engagés, explicitement ou tacitement, à être fidèles l'un à l'autre, à ne pas aller voir ailleurs. Et l'un des deux a rompu cet engagement. Il a fauté. Maintenant, on lui demande de rendre compte de cette faute. Arrêtons-nous là-dessus.
rendre compte rationnellement d'un acte irrationnel. C'est quand même étrange. Parce qu'on est bien d'accord que l'acte sexuel, c'est l'acte irrationnel par excellence. On est là, on discute, on échange du sens, et tout à coup, on se retrouve l'un sur l'autre. L'un dans l'autre. On remue le bassin, on pousse des gémissements, on crie. C'est totalement absurde. Qu'est-ce qui s'exprime dans l'acte sexuel? Ce qui s'exprime, c'est notre animalité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'homme est un animal, et que donc, comme tous les animaux, il est animé, c'est le cas de le dire, par la pulsion sexuelle. La pulsion sexuelle n'étant rien d'autre, d'un point de vue biologique, que l'expression de notre instinct de reproduction. Tout animal a inscrit en lui le désir de se reproduire. Ça ne veut évidemment pas dire que quand on a envie de coucher avec quelqu'un, on souhaite lui faire des enfants. Mais ça veut dire que quand on a envie de coucher avec quelqu'un, cette envie a pour origine notre instinct reproductif. Bon, très bien. Mais alors du coup, où est le problème? Où est le problème dans ce qu'a fait Arnaud? Parce qu'après tout, si on s'en tient à ce qu'on vient de dire, il a juste suivi son instinct animal. Pas de quoi fouetter un chat. Oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'effectivement, l'être humain est un animal, et en tant qu'animal, il est soumis aux mêmes instincts que les autres animaux, mais sauf que l'être humain n'est pas qu'un animal. Il est aussi un être culturel. Un être culturel, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas régi seulement par son instinct. Il est également régi par des normes, par des règles. C'est ça, être un animal culturel. C'est obéir à des règles. C'est considérer qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On doit rendre des comptes sur ce qu'on fait. Rendre des comptes à la société. Rendre des comptes à ses proches. À tous les individus vis-à-vis desquels on est socialement et moralement engagé. Le problème d'Arnaud, ce n'est pas qu'il ait assouvi une pulsion. C'est qu'en assouvissant cette pulsion, il a enfreint une règle culturelle. La règle de la fidélité sexuelle. Une règle en vertu de laquelle l'acte sexuel a une signification. D'un point de vue strictement animal, l'acte sexuel n'a pas de signification. Ou plutôt, sa signification se confond avec sa fonction, en l'occurrence, sa fonction reproductive. D'un point de vue humain, par contre, donc d'un point de vue culturel, l'acte sexuel n'a pas seulement une fonction, il a une signification. Il y a une codification culturelle de l'acte sexuel. Et dans la majorité des cas, pas dans tous, on va y venir, mais dans la majorité des cas, l'acte sexuel est associé à la relation conjugale, au couple. On a des relations sexuelles avec la personne avec qui on est en couple. Autrement dit, chez l'être humain, l'acte sexuel n'a pas seulement une fonction reproductive, il a également une signification symbolique. Et symbolique, le mot est important, parce qu'il contient l'idée de représentation. Qu'est-ce que représente l'acte sexuel? C'est ça la question. Eh bien, dans le cadre du couple monogamique, l'acte sexuel représente une activité réservée à notre partenaire. On a des relations sexuelles avec la personne à laquelle on est lié d'une façon particulière, privilégiée, exclusive. Et on n'a pas de relations sexuelles avec les autres. Le sexe, c'est un verrou.
Un verrou posé sur la relation. Un verrou qui dit « Ce corps que tu vois là, il m'appartient. C'est pas le tien. Tu veux un partenaire? Tu t'en trouves un à toi. Celui-là, c'est le mien. Et si tu me le prends, si tu essaies ne serait-ce que de t'en approcher, tu t'exposes à des conséquences. De même que si toi, mon partenaire, je te retrouve dans le lit d'une autre, tu devras en assumer les conséquences. Eh bien, c'est exactement ça que la confrontation entre Julie et Arnaud illustre. Ce qu'elle illustre, c'est le fait que, quand il y a acte sexuel, il n'y a pas seulement acte sexuel. Il y a respect ou non-respect d'une norme culturelle. Respect ou non-respect de la règle morale qui accompagne cette norme culturelle. Et c'est précisément ce qui fait que quand Julie découvre les images d'Arnaud en train de la tromper, elle ne voit pas quelqu'un qui se contente juste d'assouvir une pulsion. Elle voit quelqu'un qui l'a trahi, qui a trahi le contrat qu'il a passé avec elle, et qui, en trahissant le contrat, a trahi sa confiance. Ce qui définit le couple monogamique, c'est la contractualisation du désir. Il y a contractualisation du désir quand il y a réservation du désir sexuel à son partenaire attitré. On peut éprouver du désir pour quelqu'un d'autre, quoique pour certains, avoir du désir pour quelqu'un d'autre, c'est déjà être infidèle. Mais disons que si notre partenaire a du désir pour quelqu'un d'autre, on attend de lui qu'il ne le montre pas, encore moins qu'il l'assouvisse. On attend de lui qu'il résiste à son désir, qu'il nous le réserve. C'est ça la règle. Mon corps est à toi, ton corps est à moi. Et alors là, une question émerge. Une question que certains d'entre vous trouveront probablement déplacée, mais tant pis, je me dois de la poser. Où est le problème? Où est le problème dans le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son partenaire? Parce qu'on est bien d'accord que les candidats de l'île de la Tentation, s'ils participent à l'émission, c'est pour savoir s'ils peuvent ou non avoir confiance dans leur partenaire. Mais en quoi c'est lié? En quoi la confiance qu'on place dans quelqu'un est-elle liée à son désir sexuel? En quoi la confiance qu'on place dans quelqu'un est-elle liée à l'endroit où il met ses muqueuses? C'est une question très sérieuse. Les couples libertins ont une réponse à cette question. Pour les libertins, avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires, ça ne constitue pas un problème en soi. Je dis en soi parce que même chez les libertins, il y a des règles. La fameuse codification dont je parlais tout à l'heure. Être libertin, ça ne veut pas dire coucher avec qui on veut, où on veut et quand on veut. Ça veut dire dissocier l'acte sexuel de l'engagement relationnel. Dissocier l'acte sexuel de l'entité couple. Ça veut dire accepter le fait que notre partenaire puisse avoir du désir pour quelqu'un d'autre et l'assumer plutôt que de le refouler. Parce que refouler, c'est soit le meilleur moyen de créer une frustration, donc un mal-être, soit le meilleur moyen de favoriser le risque d'infidélité. Donc, quitte à ce que notre partenaire aille voir ailleurs, autant qu'on soit au courant, autant qu'on soit présent. Donc, le point de vue libertin repose sur l'idée que l'infidélité devient un problème à partir du moment où elle est cachée, à partir du moment où elle a lieu en secret. Le problème de l'infidélité ne se situant plus dans le fait que notre partenaire ait des relations sexuelles avec d'autres, mais qu'il nous cache des choses. Autrement dit, d'un point de vue libertin, l'infidélité, la véritable infidélité,
elle ne réside pas dans l'acte sexuel, elle réside dans le mensonge. Elle réside dans le fait de dissimuler à l'autre la vérité. Et c'est pas délirant. Pourquoi c'est pas délirant? Parce que si on se fie au sens exact du mot fidélité, fidélité, ça vient de fides qui veut dire foi. Avoir foi en quelqu'un, c'est pouvoir lui faire une confiance aveugle. Et donc être fidèle, ça veut dire être digne de cette confiance. Autrement dit, être fidèle, c'est dire la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si on utilise le verbe tromper pour parler d'infidélité. Puisque tromper, ça veut dire induire en erreur. Or, on n'induit pas en erreur notre partenaire quand on couche avec quelqu'un d'autre, s'il est au courant. On induit en erreur notre partenaire quand on ne lui dit pas qu'on couche avec quelqu'un d'autre. En anglais, le verbe pour tromper, c'est to cheat. Et to cheat, ça veut dire à la fois tromper et tricher. Encore une fois, la même idée. L'idée de fraude, de non-respect des règles. On trompe l'autre à partir du moment où on enfreint les règles qu'on avait fixées avec lui. Quelles que soient ces règles. Pour certains, la règle, c'est l'interdiction d'embrasser. Pour d'autres, c'est l'interdiction de coucher. Pour d'autres encore, c'est l'interdiction de coucher sans le dire. Et donc, vous le voyez, c'est là qu'on retombe sur la notion de contrat. L'infidélité ne se situe pas tant dans l'acte sexuel que dans la rupture du contrat qui réglemente l'acte sexuel. Ce que Julie reproche à Arnaud, en dernière instance, ce n'est pas d'avoir eu une relation sexuelle avec une autre femme. C'est de ne pas avoir respecté le contrat. Le contrat qui, dans leur cas, prévoyait qu'il était strictement interdit d'avoir quelque relation physique que ce soit avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est celui de là où on place la limite. Et de si oui ou non, on respecte cette limite ou si on la franchit. Le problème de l'infidélité n'est pas tant d'ordre sexuel que d'ordre moral. Quand Julie demande une confrontation avec Arnaud, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas « je suis triste, je suis meurtri, je suis humilié ». Elle dit « je n'ai plus aucune estime pour lui ». Vous voyez? Ça, c'est très important. C'est très important parce que cette réaction, la perte d'estime, la perte de respect, c'est la réaction de quelqu'un qui constate chez son partenaire non pas un amour du plaisir, mais une faiblesse morale. Une faiblesse de la volonté morale. Arnaud n'a pas cherché à faire du mal à sa femme. Ce qu'il a fait est plus grave. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé son désir l'emporter sur sa volonté. Un être humain qui laisse son désir l'emporter sur sa volonté, c'est un être humain dont la volonté n'est pas ferme. Donc c'est un être humain qui, du jour au lendemain, pourra renier ses engagements, pourra fuir. Fuir devant la difficulté, fuir devant la responsabilité. La fermeté morale est une déclinaison de la force. D'ailleurs, il faut savoir qu'étymologiquement, le mot vertu a la même origine que le mot virilité. Vir en latin. Vir qui veut dire précisément la force. La virilité, ce n'est pas avoir de gros muscles ou aimer la bagarre. La virilité, c'est la fermeté. La virilité, c'est la force morale. Quand on est fort, on lutte. On lutte contre son désir. Quand on est fort, on résiste. On résiste à la tentation. Quand on est fort, on se retient. C'est la phrase de Camus. Un homme,
ça s'empêche. Un homme, ça n'obéit pas passivement à ses impulsions. C'est valable évidemment pour les femmes. L'être humain se définit par sa capacité à dire non. Et le visage honteux du mari infidèle, c'est le visage de celui qui n'a pas su dire non. C'est le visage de celui qui sait qu'il a laissé sa pulsion prendre le pas sur sa raison. De celui qui sait qu'il a laissé son humanité se faire déborder par son animalité. Alors, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que ça fait depuis 25 minutes qu'on parle d'infidélité, qu'on parle d'engagement, de contrat, et qu'on n'a toujours pas parlé d'amour, des sentiments. Parce que c'est bien beau de parler de contrat, mais un couple, c'est pas juste un contrat. Avant d'être un contrat, un couple, ce sont d'abord des sentiments. Vous avez raison. Alors, revenons aux bases. Qu'est-ce qu'un couple ? Un couple, ce sont deux personnes qui se rencontrent et qui vont passer par 3 étapes. Étape 1, l'attirance. On se plaît. Alors oui, la beauté intérieure, c'est le plus important. Ok. Mais encore faut-il que l'extérieur nous donne envie de découvrir l'intérieur. Ne soyons pas hypocrites. Donc l'attirance. Étape 2, l'amour. On développe des sentiments, de l'affection, de l'attachement. Un désir de partager du temps et des moments avec la personne. C'est là qu'on en arrive à l'étape 3, l'officialisation de l'amour. On se présente aux autres comme étant en couple. Donc, je récapitule. Étape 1, attirance. Étape 2, amour. Étape 3, officialisation. Désir, sentiment, contrat. Vous noterez qu'on retrouve ici les 3 catégories de Platon, les 3 parties de l'âme, l'épithumia, les désirs du corps, le thumos, les sentiments, le nous, la raison. Mais peu importe. Retenez simplement qu'un couple, ce sont 2 personnes qui convertissent leur amour en devoir. Jon Snow disait « L'amour, c'est la mort du devoir ». C'est le contraire. L'amour, c'est la naissance du devoir, puisque c'est la naissance de ce qui va encadrer la relation. Les règles. Et parmi ces règles, la plus importante, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la règle de la fidélité. Très bien. Mais, pardon d'insister, pourquoi cette règle de la fidélité ? Pour une raison très simple. Parce que ce qui définit l'amour, c'est le désir de possession. Et la fidélité, c'est la formalisation culturelle du désir de possession. Aimer quelqu'un, c'est vouloir qu'il nous appartienne. Que ce soit physiquement, qu'il ne couche pas avec quelqu'un d'autre, mais aussi mentalement, qu'il ne pense pas à quelqu'un d'autre. C'est la fameuse question, vous savez, est-ce que vous préférez que votre partenaire couche avec vous en pensant à quelqu'un d'autre ou qu'il couche avec quelqu'un d'autre en pensant à vous ? Posez la question à vos amis au prochain repas, vous allez voir, ça va mettre l'ambiance. Parce que là encore, c'est pas évident. C'est pas évident parce que dans les 2 cas, la possession est incomplète. Alors, je sais ce que certains vont me dire. Que ça, c'est une vision étroite de l'amour, que le véritable amour, c'est un amour inconditionnel, que c'est un amour non possessif. On s'en fiche. On s'en fiche parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le prétendu amour véritable.
c'est l'amour tel qu'il existe dans la pratique. Or, dans la pratique, quand on aime une personne, on n'aime pas l'idée qu'elle puisse avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Et d'une manière générale, on n'aime pas l'idée qu'elle nous échappe, qu'elle fasse sa vie indépendamment de nous. C'est ça, le désir de possession. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans l'île de la tentation, il y a une phrase qui revient très régulièrement dans la bouche des candidats, quand ils voient des vidéos de leurs conjoints en train de batifoler avec des tentateurs, qui est de dire « Ce que je vois, ce n'est pas lui. Ce que je vois, ce n'est pas elle. » Comme si la personne nous appartenait, comme si on la connaissait mieux qu'elle-même, et que là, elle nous échappait. Les mots nous trahissent. Donc aimer quelqu'un, c'est vouloir le posséder. C'est vouloir avoir sur lui, sur son désir et sur ses sentiments, un droit de propriété, un droit d'exclusivité. Comme si, une fois l'union officialisée, une fois l'union contractualisée dans le champ social, le désir de l'autre faisait l'objet d'une séquestration, d'une incarcération. Le couple comme prison du désir de l'autre, ou comme liberté surveillée, l'alliance faisant office de bracelet électronique. Je plaisante. Enfin, pas totalement. Pas totalement parce que le fait est que si on découvre que notre partenaire a du désir pour quelqu'un d'autre, même s'il ne fait rien, même s'il ne concrétise pas ce désir, ça va quand même nous toucher. Ça va quand même déclencher en nous une réaction qu'on appelle la jalousie. Or, qu'est-ce que la jalousie ? La jalousie, c'est le désir de posséder l'autre qui se heurte à la peur que l'autre nous échappe. Raison pour laquelle la jalousie peut aussi bien être un stimulant du couple, quelque chose qui va raviver le désir au sein du couple, que son tombeau, la fin du couple. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir à Jean-Paul Sartre. Sartre disait « L'amour, c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre. » Je répète, l'amour, c'est le désir de s'approprier l'autre comme être libre. Arrêtons-nous un peu sur cette citation. Posséder l'autre comme être libre. Posséder l'autre, on vient de le voir. Maintenant, comme être libre. Ça veut dire quoi, comme être libre ? Ça veut dire qu'on veut que la personne qu'on aime choisisse de faire librement ce qu'on veut qu'elle fasse. Par exemple, on veut que la personne passe la soirée avec nous, donc désir de possession, mais on ne veut pas qu'elle passe la soirée avec nous parce qu'on l'y oblige, parce qu'on lui fait du chantage, ou parce qu'on la fait culpabiliser. On veut qu'elle passe la soirée avec nous parce qu'elle en a envie. On veut que la personne nous soit fidèle, désir de possession, mais on ne veut pas qu'elle nous soit fidèle parce qu'on la surveille, ou parce qu'il y a des caméras, ou même parce qu'on lui demande. On veut qu'elle nous soit fidèle parce qu'elle le choisit, parce qu'elle aura décidé par elle-même de nous rester fidèles. Donc aimer quelqu'un, nous dit Sartre, c'est vouloir que la personne qu'on aime fasse le choix de nous appartenir. Et là, évidemment, vous commencez à voir le problème. Le problème, c'est qu'il y a dans cette double exigence une contradiction. Il y a une contradiction parce que soit la personne nous appartient et donc elle n'est plus totalement libre, soit elle est totalement libre et parce qu'elle est totalement libre, elle ne nous appartient plus. Eh bien, tout le propos de Sartre, c'est de dire que cette situation contradictoire porte un nom. L'amour. L'amour est une contradiction. Et le mariage,
c'est la contractualisation de cette contradiction. Qu'est-ce que le mariage ? Le mariage, ce sont deux personnes qui s'unissent, qui officialisent socialement leur union, parce qu'elles s'aiment, et qui, en se mariant, perdent l'élément essentiel qui est à la base de l'amour de l'autre, à savoir leur liberté. Parce qu'une fois mariés, on appartient symboliquement à l'autre. Union, ne faire qu'un. Je le disais tout à l'heure en plaisantant, mais c'est vrai. L'alliance, c'est un objet qui symbolise l'appartenance. Retirer son alliance, c'est retirer ce qui nous lie à l'autre. C'est reprendre sa liberté. Quand on se marie, on partage le même toit. On partage le même lit. Le même foyer fiscal. Et si la fidélité fait partie des devoirs des époux, si on doit s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que sa femme ou son mari, c'est parce que un foyer, une famille. Avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est prendre le risque d'engendrer des enfants hors mariage. C'est prendre le risque de créer des conflits, des rivalités, du désordre social. La société recherche l'ordre. Elle recherche la paix sociale. Et le mariage, c'est l'acte de propriété sur lequel il est écrit « pas touche ». Celui-là, c'est le mien. L'ordre. La fidélité crée l'ordre. L'infidélité crée le désordre. Et donc parler de propriété, je sais que pour certains, ça paraîtra excessif. Mais si on y regarde bien, c'est ça que ça veut dire. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est la même règle. C'est le même principe. Et si vous trouvez toujours que le mot propriété est excessif, comment analysez-vous le fait qu'il ait fallu attendre les années 90 pour que la notion de viol conjugal soit reconnue juridiquement ? Jusque dans les années 90, on ne reconnaissait pas le viol conjugal. Parce qu'on considérait que le devoir conjugal incluait l'obligation de faire l'amour avec son conjoint lorsqu'il le désirait. C'est-à-dire concrètement, d'être sa propriété sexuelle. Vous trouvez toujours que le mot propriété est excessif ? Et donc, du moment où il y a propriété, du moment où il y a acte d'appropriation de l'autre par le mariage, il y a dépossession de sa liberté. Et s'il y a dépossession de sa liberté, il y a perte de ce qui fait de lui un être qu'on va aimer. Quand l'autre nous appartient, quand on sait qu'il nous appartient, on ne l'aime plus de la même façon. On ne l'aime plus vraiment. Parce que l'amour se nourrit du manque. Ce qui d'ailleurs nous fait dire que la personne qu'on aime nous manque. Elle nous manque parce qu'on l'aime, on l'aime parce qu'elle nous manque. Dans l'île de la Tentation, il y a un couple qui est parfaitement représentatif de ce qu'on vient de dire là. C'est le couple Sandra et Jimmy. Jimmy est très amoureux de Sandra. La réciproque est beaucoup plus discutable. Pendant tout le temps de leur séparation sur l'île, Jimmy déprime. Parce que Sandra lui manque. À tel point qu'il se rend totalement indisponible à toute séduction avec les tentatrices. Il s'en fiche. Il ne pense qu'à sa femme. De son côté, Sandra profite. Elle profite sans aucun complexe. Quand l'animatrice de l'émission montre des vidéos de leur mari à chacune des candidates, mais pas à Sandra, sous-entendu, ton mari ne fait absolument rien, il est totalement indifférent aux tentatrices, donc on n'a rien à te montrer. Sandra est déçue.
elle aurait voulu le voir. Elle aurait voulu ressentir le frisson de la jalousie. Mais rien du tout. Les autres candidates, qui aimeraient bien être à la place de Sandra, ont beau lui dire « Mais il ne fait rien ». Sandra leur répond « Oui, justement, il ne fait rien. Mais s'il ne fait rien, comment puis-je savoir si je l'aime encore ? J'aimerais le voir avec une autre femme pour savoir si je suis encore amoureuse de lui. Pour ne pas dire, pour pouvoir enfin être amoureuse de lui. Aimer l'autre parce qu'il m'échappe. Tandis que là, il ne m'échappe pas du tout. Il m'appartient. Sandra sait que Jimmy lui appartient. Parce qu'il lui appartient, il n'est pas libre. Parce qu'il n'est pas libre, elle ne l'aime plus. Il y a un dicton qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aimer, c'est bien beau. Mais si on ne prouve pas cet amour, si cet amour n'est que de l'ordre du sentiment et qu'il ne se traduit pas dans des actes concrets, il n'a pas une très grande valeur. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais il y a aussi des preuves de désamour. Peut-on penser que celui qui nous fait du mal, en ayant conscience de nous faire du mal, nous aime ? Peut-on penser que celui qui nous trompe, en sachant ce que signifie pour nous le fait d'être trompé, nous aime ? Ou bien la fidélité n'est-elle qu'une convention, qu'une norme sociale arbitraire, qu'un bâton moral qu'on brandit pour occulter le fait que le problème vient de nous, de notre possessivité, de notre manque de confiance en nous, de notre besoin de contrôle. Peut-être tous nos beaux discours sur la fidélité ne sont-ils qu'hypocrisie, mensonge, comédie sociale. Mais peut-être aussi, comme l'a dit Julie après sa confrontation avec son mari, qu'on peut tromper quelqu'un qu'on aime, auquel cas, la seule conclusion qui s'impose, c'est que, parfois, l'amour ne suffit pas. Je vous remercie.